Au sommaire de ce journal, au moins 7 morts dans une attaque terroriste à Ségué dans le cercle de Bankas ce week-end. Cette nouvelle tragédie s'accompagne de lourds dégâts matériels et illustre l'insécurité persistante dans la région de Badiangara. Nous irons à Abuja où s'est tenu ce dimanche le sommet de la CEDEAO qui prend acte de la décision des pays de l'AES de quitter l'organisation. Cependant, ils ont jusqu'au 29 juillet 2025 pour changer d'avis ou pas. 6 mois, c'est donc le délai de transition. 6 autres mois de silence. Oui, l'artiste malienne Rokia Traoré, arrêté depuis juin dernier en Italie et extradé en Belgique, attend toujours son procès. Restez avec nous, le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 1945 de ce lundi. Merci de votre fidélité. Au moins 7 villageois ont été tués dimanche dans une attaque terroriste contre le village de Ségué dans le cercle de Bankas, avec des dégâts matériels importants selon plusieurs sources. Cette énième attaque reflète la situation alarmante de l'insécurité dans la région de Badiangara. Djeneba Samaki. C'est à Ségué et Sonfounou que ce dimanche 15 décembre 2024, des groupes armés terroristes ont mené une attaque à l'aube, provoquant des pertes humaines significatives. Une grande partie du village a été incendiée, laissant les habitants dans le désarroi. L'attaque s'est liée le dimanche à 5h35 lorsque tous les habitants se reposaient. La population de Ségué est sécurisée par les jeunes du village qui ont des postes de contrôle. Donc maintenant, l'attaque a été une surprise. Donc ils sont rentrés vers les 4 côtés du village. L'attaque a enregistré au moins 7 morts à Ségué et 2 morts à Sonfounou. Des greniers qui sont incendiés, donc 6 greniers incendiés, 7 villages qui ont entièrement été brûlés. Donc une famille du maire qui a été totalement sagacée. Donc il y a des batteries et des panneaux solaires avec quoi ils se servent pour faire la vente. Donc tout a été sagacé. Selon des sources, les victimes sont majoritairement des hommes. Suite à cette attaque, on constate un déplacement massif des habitants de ces localités vers des zones plus sécurisées. Même pendant les récoltes, la plupart de nos parents ont récolté, mais Dieu seul sait comment les gens ont fait les travaux sans perte. D'autres n'ont même pas pu vraiment récolter leur culture. Vraiment, le pays d'Ogon, aujourd'hui, nous souffrons vraiment de cette insécurité. On ne peut pas aller vraiment dans les foires hebdomadaires comme il faut. Vraiment, c'est un problème qui est là. Ces attaques rappellent l'urgence de renforcer la sécurité, de protéger les civils et de mettre en place des mesures pour restaurer la stabilité dans le centre du Mali qui subit de plus en plus d'attaques des groupes armés. La dite attaque a été condamnée par les mouvements patriotiques pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas, une organisation de la société civile, et par le diocèse de Mopti. Ce samedi 14 décembre 2024, un drame tragique a frappé la commune de Djalassagou dans la région de Badiangara. 5 femmes voyageant à bord d'une moto tricycle en provenance de la commune de Tori en direction de Djalassagou ont perdu la vie après l'explosion d'un engin explosif improvisé. Et nous restons dans la localité, faire le point sur l'état d'exécution des activités du recensement général agricole et les perspectives afin d'identifier et discuter des difficultés rencontrées sur le terrain. Voilà l'objectif de la première session du comité technique régional de Badiangara, Paul Yapinguesson. Les résultats préliminaires du recensement général agricole, lancé le 15 juillet 2024, disponibles au 4 novembre, mettent en lumière la situation actuelle de l'agriculture nationale. On dénombre à ce jour 573 329 exploitations familiales, dont 353 556 ont été complètement recensées. Les chiffres indiquent également 1 036 434 producteurs, dont 44 816 femmes, pour une superficie totale déclarée de 2 306 712,4 hectares. À Badiangara, ce fut l'occasion, lors de la première session du comité technique régional du recensement général agricole, de proposer des solutions pour améliorer la collecte des données et assurer la réussite de cette opération cruciale pour le secteur agricole. Et tout n'a pas été fait comme on le souhaitait, puisque à cette date aujourd'hui, on devrait trouver qu'on a tous les résultats, tout a été fait. Malheureusement, vous le savez très bien, à cause de l'insécurité, il y a eu certaines zones qu'on n'a pas pu enregistrées.
Donc là où les zones étaient accessibles aussi, les 4 mois s'avéraient insuffisants pour qu'on puisse finir avec les opérations de recensement. Donc ce comité technique et régional qui a tenu sa première session aujourd'hui, c'était voir dans l'ensemble qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. Des difficultés majeures ont été constatées lors de ce recensement général agricole dans la région de Bandiagara. Les difficultés, c'était il y a l'insécurité, l'inaccessibilité de certaines SE jusqu'à hauteur de 400 et quelques. Sur les 1629, il y a 427 qui sont inaccessibles. Parmi les difficultés aussi, il y avait cette inondation par endroit, vous le savez très bien, qui a empêché les agents de faire le géoréférencement de certaines parcelles. Et les difficultés aussi, c'était le temps. Comme je vous l'ai si bien dit, les 4 mois sont insuffisants. Et en perspective, il va falloir ajouter encore, sinon il va falloir faire en quelque sorte que les gens aient encore un autre temps, une autre période pour finir avec l'activité. Pour surmonter ces obstacles, le comité technique a exprimé sa volonté de relancer les activités dès janvier 2025. Une stratégie renforcée sera adoptée, incluant la reconstitution d'une équipe plus dynamique et une meilleure planification des opérations en fonction de l'accessibilité des zones ciblées. Le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu ce dimanche 15 décembre à Abuja, a annoncé un délai de 6 mois de transition après le 29 janvier 2025 pour les États de l'AES. Cette période de transition sera-t-elle concluante ou pas? Aminata Keita nous donne des éléments de réponse. Plutôt qu'une rupture brutale, la Confédération des États du Sahel a fait preuve de maturité en adoptant un processus de retrait encadré. La période de grâce de 6 mois prévue après le 29 janvier témoigne de la volonté de ces États de garantir une transition ordonnée. Selon le règlement de la CEDEAO, les 3 pays de l'AES devraient officiellement cesser d'être membres à partir du 29 janvier 2025. Pour cette période de transition allant du 29 janvier au 29 juillet 2025, les comités pluridisciplinaires travailleront à définir les modalités de sortie dans l'intérêt des populations concernées. Pourtant, 2 jours avant le sommet de la CEDEAO, le vendredi 13 décembre, les ministres des Affaires étrangères des États de l'AES ont réaffirmé leur décision irréversible de quitter la CEDEAO. Difficile de dire à ce stade que cette période de grâce ou cette transition, comme on l'appelle, sera concluante à l'issue des 6 mois. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la partie CEDEAO est aujourd'hui dans une logique constructive, une logique qui voudrait ramener au sein de l'organisation, ces 3 États, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et la commission de la CEDEAO ont compris qu'il fallait tendre la joue et éventuellement mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour éventuellement ramener ces 3 pays. L'organisation n'a pas dit son dernier mot et entend véritablement à travers cette période de 6 mois, au-delà des négociations sur les modalités de sortie, éventuellement essayer de ramener à de meilleurs sentiments ces pays qui ont décidé, bien entendu, de claquer la porte. Les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et togolais Faure Gnassingbé, désignés médiateurs pour tenter d'apaiser les tensions et plaider le maintien des 3 pays dans l'organisation, vont reprendre leur bâton de pèlerin afin de ramener les 3 pays membres au sein de la CEDEAO. I call on all member states to redouble their efforts in ensuring that decision reached here translates into tangible benefits for our citizens. La création de l'AES devient un outil stratégique pour redéfinir les relations régionales et internationales. Face à cette décision, la CEDEAO a opté pour une attitude prudente, décidant d'organiser un sommet extraordinaire avant juin 2025. Cela montre une volonté de maintenir le dialogue et peut-être de négocier des modalités de coopération futures avec l'AES. Les ministres des Affaires étrangères des États de l'AES, de leur côté, ont affirmé maintenir la libre circulation des personnes et des biens entre ses ressortissants et ceux de la CEDEAO. Certains analystes estiment que le départ des 3 pays pourrait avoir des implications économiques et politiques importantes. Pour l'enseignant-chercheur Soumaïla Allah, également coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité, il estime qu'il y aura des répercussions sur le plan économique pour les 3 États, mais qui, selon lui, peuvent être amortis par le fait qu'ils sont membres de l'UEMOA, au même titre que plusieurs pays de la CEDEAO, qui pour lui est l'outil d'intégration par excellence de l'espace ouest africain.
Ici au Mali, la mine de lithium de Goulamina a été inaugurée ce dimanche 15 décembre. Elle s'étend sur 100 km² et recèle d'un potentiel de plus de 50 millions de tonnes de minerais à forte teneur en lithium, faisant d'elle la plus importante en Afrique en termes de capacité de production. Soumaïla Fani. Après des décennies de production de l'or, le Mali fait son entrée dans le cercle fermé des pays producteurs de lithium dans le monde avec l'inauguration de la mine de lithium de Goulamina, située à environ 150 km de Bamako dans la région de Boukouni. À l'origine, portée par une joint venture composée de la société australienne Leo Lithium, actionnaire principal et GAFE, la mine de Goulamina a subi une réorganisation de son capital. Une grande importance à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que d'abord, nous sortons par le biais évidemment de cette substance stratégique, nous sortons évidemment de la monoculture de l'or. C'est-à-dire qu'on a une autre substance qui a autant de valeur que l'or. C'est extrêmement important. Et le Mali va obtenir toujours, selon le code minier, son pourcentage, c'est-à-dire les 30% que le Mali va obtenir, plus évidemment les 5% réservés aux nationaux, soit un total de 35%. Tout ça, c'est des retombées que le Mali va engager. Donc vraiment, en termes économiques, c'est extrêmement important. Et en termes de création d'emplois, c'est également cette mine est extrêmement importante. À Goulamina, ce projet ambitieux repose sur des chiffres. 680 milliards de francs CFA attendus en chiffre d'affaires, dont 511 milliards de dividendes. Des retombées financières significatives qui, une fois rapatriées dans les banques nationales, serviront à renforcer les fondations économiques du pays. En d'autres termes, Goulamina n'est pas une simple mine, c'est une promesse d'avenir pour des millions de Maliens. Et avec l'usine de lithium, nous pouvons escompter sur à peu près 2000 emplois créés. Ça, c'est déjà extrêmement important. Nous pouvons compter également à travers le contenu local, qui est une nouvelle loi qui a été évidemment promulguée et appliquée par les nouvelles autorités de la transition. Et ce contenu local également va permettre, aux entreprises nationales et également aux hommes d'affaires nationaux d'engranger à peu près 400 milliards de retombées en termes d'activités collatérales avec cette mine-là. Considérée comme la plus grande mine de lithium non encore exploitée au monde, la mine de Goulamina s'étend sur 100 km² et recèle d'un potentiel de plus de 50 millions de tonnes de minerais, permettant au Mali d'affirmer sa place comme un acteur stratégique et incontournable dans la chaîne d'approvisionnement énergétique globale pour une durée minimale de 21 ans. Je l'annonçais au sommaire, le 23 juin dernier, la chanteuse Rokia Traoré a été arrêtée en Italie. Une arrestation intervenue dans le cadre d'une condamnation en Belgique dans une affaire de non-représentation d'enfants. Loin des siens, depuis déjà 6 mois, la chanteuse attend son procès. Aminata Keita. Depuis 2019, un conflit de garde d'enfants bouleverse la carrière de l'une des chanteuses africaines les plus populaires. Arrêtée en Italie en juin, elle a été extradée fin novembre à Bruxelles, où elle devrait être prochainement jugée. Écrouée à Rennes, une section de Bruxelles dans la prison la plus grande et la plus récente de Belgique, Rokia Traoré attend son procès qui pourrait s'ouvrir avant la fin de l'année. La star de la chanson malienne, 50 ans, a été extradée d'Italie le 29 novembre sur demande de la justice belge. En octobre 2023, elle avait été condamnée en son absence à une peine de 2 ans de détention pour séquestration et non-présentation d'enfants. À sa demande, elle va donc être rejugée après avoir passé 6 mois derrière les barreaux dans 3 pays. En 2019, alors que Rokia Traoré est une des artistes africaines les plus actives sur les scènes mondiales, à travers des spectacles de musique, de théâtre ou de danse, elle entre en conflit avec le dramaturge et directeur artistique belge Jean Goussens à propos de la garde de leur fille, née en 2015. Ouma, scolarisée depuis au Mali, a aujourd'hui 9 ans et demi et Jean Goussens dit ne pas l'avoir vue ni n'avoir eu des contacts avec elle depuis bientôt 6 ans. La chanteuse avait déjà été arrêtée en mars 2020 à Paris en vertu d'un mandat d'arrêt européen lancé par la justice belge, qui lui reprochait le non-respect d'un accord sur la garde partagée de l'enfant. Elle avait notamment refusé de confier Ouma à son père pour 1 mois de vacances d'été, invoquant
une décision de la justice malienne qui lui accordait la garde exclusive. Contacté après son arrestation en juin, le ministère de la Culture avait révélé que les autorités maliennes étaient à pied d'œuvre pour apaiser la situation entre les deux parties et assurer le nécessaire à Rokia Traoré dans cette affaire. Un avocat avait d'ailleurs été mis à sa disposition par les autorités par le biais du ministère des Affaires étrangères. Nos sources jointes à nouveau soulignent que le dossier est toujours entre les mains du ministère des Affaires étrangères qui ne ménage aucun effort pour stabiliser la situation. Enfermé à Fleury-Mérindis, en pleine pandémie du Covid-19, Rokia Traoré avait entamé une grève de la faim. L'économiste sénégalais Felwine Sarr avait pris sa défense en dénonçant un comportement colonialiste des juges de Bruxelles. Dans une tribune publiée par Libération, des célébrités dont Annie Ernaux, Edgar Morin, Omar Sy et Liliane Thuram demandaient sa libération et Christiane Taubira l'assurait de son soutien. Rokia Traoré est aussi la mère d'un garçon né en 2006 dont le père est français. La garde de l'enfant, après la séparation, s'était déjà réglée au tribunal. Vous l'aurez compris, c'était un commentaire signé Assetoumani Koulibaly. Parlons diplomatie. Le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour lui adresser une sévère mise en garde. Paris est accusé de mener des opérations et manœuvres agressives visant à déstabiliser l'Algérie, selon plusieurs médias rapportés dimanche. Djeneba Samaki. Les relations entre l'Algérie et la France traversent une nouvelle crise diplomatique. Ce dimanche 15 décembre, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères algérien. Selon les médias algériens, cette convocation fait suite à des révélations impliquant les services de renseignement français, la DGSE, dans une tentative de déstabilisation de l'Algérie. Ces accusations reposent sur un documentaire récemment diffusé par la télévision publique algérienne, dans lequel un ancien membre d'un groupe terroriste affirme avoir été contacté en 2022 par une organisation française pour des activités subversives. Cette crise intervient dans un contexte où les relations franco-algériennes étaient déjà fragiles. Alger reproche depuis plusieurs mois à Paris de soutenir des groupes considérés comme terroristes par l'État algérien, tels que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le mouvement islamiste Rachad. L'affaire Boualem Sansal, écrivain franco-algérien arrêté à Alger en novembre dernier, a également contribué à tendre les relations. Les autorités françaises dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, tandis qu'Alger y voit une tentative d'interférence dans ses affaires internes. En mars 2003, les présidents Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika annoncent la signature d'un traité d'amitié et l'instauration d'un partenariat d'exception. Mais le traité s'éteint dès l'été 2008, quand une première grande crise oppose les deux pays à la suite de l'arrestation d'un diplomate algérien supposément impliqué dans l'assassinat en 1987 de l'opposant franco-algérien Ali Messili. En décembre 2012, François Hollande et les mêmes Bouteflika signent la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération. Elle fera long feu. Nouveau président, nouvelle tentative. En voyage en Algérie en août 2022, Emmanuel Macron propose à Abdelmajid Tebboune une déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé. En l'espace de 2 décennies, des présidents français et algériens ont donc signé 3 déclarations sans pour autant mettre fin aux difficultés. Cette nouvelle crise s'inscrit dans un cadre plus large, marqué par des tensions persistantes entre les deux pays autour du Sahara occidental. L'Algérie ayant retiré son ambassadeur en France cet été après l'annonce par Paris d'un soutien appuyé à un plan sous souveraineté marocaine pour l'autonomie du Sahara occidental, un territoire revendiqué par les indépendantistes du Front Polisario soutenu par Alger. Voilà qui met fin au Sud 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 19h45.